à image dans N. La fonction génératrice, dans ce cas-là, c'est l'espérance de S à la puissance X. Donc, l'espérance, on la calcule exactement de la même manière. Et puis, on remplace chaque valeur possible de grand X par S puissance la valeur. Donc, si N est un entier, ça me donne S puissance N. Et je me retrouve donc avec une série entière dont je dois aussi démontrer le rayon de convergence. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça? Les premiers exemples étant assez simples, on devrait ne pas avoir trop de difficultés. Laissez le chien s'exprimer avant d'attaquer. Si on a un rayon de convergence, partout dans le domaine de convergence, elle est absolument convergente. C'est comme en algo. Je ne sais pas à quoi vous faites référence en algo. Ne suivant pas vos cours d'algo, je ne sais pas de ce qu'on vous enseigne. Je n'ai même pas accès au programme, en fait. Donc, je ne saurais pas vous répondre. Mais si vous avez un nom d'objet, je peux peut-être vous dire. Le temps que vous cherchez, je peux aller jeter un œil sur Internet, voir ce que je trouve et vous dire si c'est une histoire similaire à ce qu'on peut vous enseigner. Voilà. Ce n'est pas une question brûlante. Hein. Si vous avez un nom en tête, dites-le et je vais jeter un œil pendant que vous cherchez. Sinon, je ne vais pas pouvoir vous aider. Non, pas là. D'accord. Aussi, peut-être faire un exemple ensemble et puis je vous laisse chercher les autres, ou alors vous êtes tous OP là-dessus et puis vous attaquez par vous-même. Vu qu'on a un peu de temps, autant essayer de rendre ça interactif, je trouve. Peut-être ensemble. Eh bien, allons-y. Donc, on commence gentiment par une loi de Bernoulli. Je vais peut-être mis un i en trop là-dedans. J'ai mis un i en trop là-dedans. Que j'enlèverai avant de vous publier le document. Pas faire de faute sur un nom aussi illustre, c'est quand même dommage. Qu'est-ce que c'est qu'une loi de Bernoulli? Ça prend seulement deux valeurs possibles. 1 ou 0. La probabilité d'avoir 1, c'est P. Et la probabilité d'avoir 0, c'est le complémentaire 1 moins P. Très bien. Donc, le support de la loi, c'est un ensemble fini. Ce qui nous dit, si on revient à ce que j'ai écrit un peu plus tôt, qu'on ne devrait pas avoir de difficulté à démontrer quoi que ce soit en termes de rayon de convergence. Hein. Une série entière qui n'a que deux termes, elle converge forcément. Mais c'est toujours bon de le rappeler. Bon, comment écrire dans ce cas-là la fonction génératrice? On applique bêtement la formule qui est là. Elle devrait convenir pour la majorité des cas. Elle sera peut-être adaptée si vous avez une loi supportant Z ou avec un support particulier. Mais ici, grosso modo, on n'a que deux termes dans la série. Donc, on va écrire cette somme-là avec une somme qui va de 0 à 1. Ça va aller tout seul. Donc, la somme pour n allant de 0 à 1 de P de x égale n fois S puissance n. P de x égale 1, c'est P. Et P de x égale 0, c'est 1 moins P. Donc, le premier terme, ici, la probabilité vaut 1 moins P. Et j'ai S exposant n, donc exposant 0. Le second terme a une probabilité valant P et un exposant valant 1. Donc, on a bien 1 moins P fois S puissance 0 plus P fois S puissance 1. Si vous avez un peu de mal à exprimer les choses, vous commencez par regarder le support, jusqu'où vous devez aller. Est-ce que votre loi est à support dans les entiers relatifs, auquel cas vous devez mettre 1 moins l'infini jusqu'ici, puis c'est un peu plus compliqué, mais ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Il y a assez peu de chances que ça vous tombe dessus, comme ça, sorti de nulle part. Vous commencez par l'indice, après vous écrivez gentiment la formule, et puis vous remplacez par les premiers termes, les premières probabilités, vous voyez ce que ça donne, et puis ça va aller tout seul. Mais si vous avez une formule explicite qui donne la probabilité, vous écrivez la formule explicite qui donne la probabilité, et ça, instantanément, ça n'est plus un exo de proba, ça devient un pur exercice d'étude de série. Bon, une fois qu'on a écrit ça, il ne reste plus qu'à simplifier. C'est tout.
Voilà, c'est pas plus dur que ça. Il y a énormément d'applications, mais l'objectif du jour, c'est qu'on en calcule. Donc, si on veut parler d'applications, on regardera ce qui existe comme application là-dessus, mais une fois qu'on les aura calculées. C'est bon cet exemple-là? Je peux vous laisser chercher la loi binomiale. Il n'y a rien de plus à dire hein, pour la loi de Bernoulli, c'est réglé en 3 lignes. Et son rayon de convergence est infini, bon, on peut s'en passer. Pas parce qu'il n'y a que deux termes. Du fait qu'il n'y ait que deux termes, on n'a pas de convergence à étudier. La question est pertinente quand on a une infinité de termes. Sinon, en fait, il n'y a même pas vraiment de question. À vrai dire, on ne s'attend pas à ce que vous écriviez ça. C'est même presque surprenant. Je savais que je devrais insister là-dessus, donc je l'ai écrit, mais une copie, je ne suis pas certain que ce soit indispensable, voire même bienvenu. On n'a pas encore traité l'exo entier, et ça vous paraît peut-être pas encore évident que pour une loi à support fini, on n'a pas de problème de rayon de convergence de cette série-là. De la même manière que quand on avait calculé des espérances les semaines précédentes et qu'on avait un support fini, qu'on avait que deux valeurs possibles, l'espérance est toujours définie. Exactement de la même manière, la fonction génératrice sera toujours définie. Bon, je ne vois pas poindre de questions. Le suivant, c'est la loi binomiale. Je peux peut-être vous laisser plutôt l'énoncer. Je pense que vous l'avez, mais au moins vous savez toutes les lois qu'on doit étudier et quels sont les noms des paramètres. Écoutez, je vous laisse quelques minutes, on va dire à 13h15. Dans tous les cas, on attaque et on corrige binomial, poisson, géométrique, ça nécessitera peut-être un peu plus de temps encore. Mais c'est pas la course. Silencieux pour pas vous perturber avec mon clavier. Je vais faire
Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer à étudier la loi binomiale. Allons-y tout doucement. Bon, après tout, est-ce que vous avez... Le résultat est assez court. Est-ce que vous avez une formule simple pour la fonction génératrice qu'on puisse essayer de démontrer? Si vous osez vous mouiller un petit peu. L'expression finale est assez brève. On va bien voir. C'est tellement simple et clair que ça a de grandes chances d'être juste, quoi. En tout cas, ce serait un beau petit résultat si c'était ça. Donc, allons-y. La loi binomiale, elle est donnée par la formule du binôme de Newton. J'ai mis une somme là-dedans. Pourquoi est-ce que j'ai laissé une somme? Parce que j'ai fait un copier-coller comme un idiot. Bien sûr, il n'y a pas de somme. Désolé. Faut barrer ça. On m'apprendra à pas avoir relu le début des corrections. Pourtant, j'ai relu, hein, mais je ne vois jamais ce genre de truc. Donc, la fonction génératrice, c'est la somme pour k allant de 0 à n de cette proba fois s à la puissance k. Et le support étant les entiers de 0 à n inclus, on n'a rien de plus à écrire là-dessus. Il faut commencer à regarder cette histoire et se demander ce qu'on peut en faire. Bon, on ne peut sortir aucun des termes, ils dépendent tous de k. Donc, il n'y en a aucun qui peut passer de l'autre côté du signe somme. On peut en regrouper deux, p à la puissance k et s à la puissance k. Et c'est tout ce qu'on peut faire dans un premier temps. Donc, si on les regroupe, on voit apparaître quelque chose qui ressemble beaucoup au binôme. Est-ce que tout y est? On a les combinaisons, on a quelque chose à la puissance k, quelque chose à la puissance n-k, la somme des termes pour k allant de 0 à n. On peut parfaitement appliquer le binôme de Newton. Ça va donc se simplifier, ça va faire ps plus 1 moins p, le tout à la puissance n. Au passage, les mêmes causes entraînant les mêmes effets, c'est une somme finie, donc il n'y a pas de problème de rayon de convergence. Et voilà, donc vous aviez parfaitement raison. Je vais rectifier ça, en espérant que je ne casse pas tout le truc. Binomial, il faut que j'enlève la somme ici. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est bon pour tout le monde? Donc, suivant loi de Poisson, je pense que vous connaissez tous la loi de Poisson, mais est-ce qu'elle était enseignée en terminale quand vous y étiez? Ah, peut-être pas. Peut-être pas, je crois pas. On l'a enseignée en BTS, mais pas en terminale. Vous aviez la loi exponentielle, loi normale, binomiale, Bernoulli, puis c'est tout. Ouais, non, vous n'aviez pas la loi de Poisson. C'est bon, vous êtes tous au point là-dessus, où je vous rappelle la formule. Je sais que vous les avez dans le cours, mais bon. Pourquoi pas un rappel? Eh bien voilà, il est prêt, il vous attend. Donc elle est donnée par un espèce d'extrait de la série entière de l'exponentielle. Étant donné qu'on souhaite, un moyen de s'en souvenir, hein, qu'on souhaite que la somme des probabilités soit égale à 1, si je fais la somme des lambda à la puissance k sur k factoriel, ça va faire exponentielle lambda. Donc je multiplie le tout par un exponentiel moins lambda, et boum, la somme va donner 1, on est sauvé. Ce qu'elle décrit comme comportement, c'est grosso modo ce qu'on appelle les phénomènes rares. Donc, si dans un intervalle de temps fixé, on a une fréquence moyenne connue ou une espérance connue, et si c'est indépendant du temps écoulé depuis l'événement précédent, donc une espèce de loi sans mémoire, une
espèce de discrétisation de la loi exponentielle, eh bien voilà, ça peut être représenté par une loi de Poisson. Il y a énormément de propriétés très agréables de la loi de Poisson qui proviennent de sa définition. Hein. On utilise une exponentielle, on va voir apparaître des simplifications dans les sommes, la possibilité de les ajouter, des trucs comme ça. C'est d'ailleurs l'objet d'un exo imminent. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire les calculs. Vous devriez en être venu à bout, j'imagine. Là aussi, le résultat est très simple. Si vous pensez être sûr de votre coup, donnez-le et puis on va corriger. Si je vous sens hésitant, il ne faut pas. Hein. Exponentielle lambda fois S-1. Ah, ah. Pareil, c'est tellement simple, ce truc-là, ça ne peut pas être faux. Hein. Donc, allons-y.
La fonction génératrice, donc elle s'écrit comme ça, tout bêtement, on écrit la somme. Le support, c'est tous les entiers supérieurs ou égaux à 0, donc k positif. La proba fois s puissance k. On regarde ça attentivement. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette somme? Bon, est-ce qu'il y a des objets qui peuvent être débarrassés du signe somme? Ce truc-là, on peut le sortir. Dans tous les cas, ça va strictement rien changer. C'est un nombre strictement positif, facteur constant. Donc, on le met devant. Ensuite, clairement, il y a deux quantités qui ont le même exposant, le lambda et le s qui sont ici. On peut les regrouper. Et là, maintenant, si on ne l'avait pas encore vu, il est évident que c'est une somme exponentielle. Donc, c'est le DSE de la fonction exponentielle. On l'applique bravement et puis on se retrouve avec exponentielle lambda s. Tout ça se simplifie et ça fait exponentielle lambda facteur de s moins 1. Et voilà. Le rayon de convergence est infini puisque la fonction exponentielle a un rayon de convergence infini. Donc tout va bien. Bravo. Donc, pour l'instant, c'est facile et tout va bien. On peut arriver de questions, j'imagine que c'est bon pour tout le monde. Avançons. Une loi géométrique. Bon, là, je suis certain que c'est nouveau pour vous. On va rappeler ce dont il s'agit. La loi géométrique, elle permet de modéliser un nombre d'épreuves de Bernoulli avant un premier succès. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Sa loi, donc, elles sont déduites de manière assez immédiate. Je vais avoir un succès de probabilité P et précédé de K-1 échec. Et ceci est défini pour K supérieur ou égal à 1, parce que je peux avoir le succès à la première étape, au premier jet du dé, par exemple. Ça me donnerait, si gagner, c'est tirer un 6 avec un dé équilibré, proba 1 sur 6, et perdre, tirer autre chose, proba 5 sur 6. La probabilité de gagner au premier coup, donc x soit égal à 1, c'est bien 1 sur 6 fois 1 moins p, donc 5 sur 6, puissance 0, 1 moins 1, tout va bien. Donc c'est assez cohérent comme formule. Elle devrait vous donner un petit peu plus de fil à retordre, quoique.
Oui. La difficulté, c'est de réussir à bien la simplifier. Une fois que la difficulté qui subsiste, une fois qu'on a trouvé la série géométrique. On va dire qu'on y va dans une minute. Vous finissez de simplifier vos calculs. Bon, allons-y. Donc, on pose gentiment la fonction génératrice à partir de la formule qui est au-dessus. Donc, P1 moins P puissance K moins 1. On écrit bien que la somme commence à 1. Tout ça fois S puissance K. Très bien. On remarque immédiatement qu'on peut sortir P. On peut sortir 1 moins P puissance moins 1. Et ainsi que l'a fait remarquer Alexis, on va avoir une série géométrique puisqu'on va avoir un truc à la puissance K. Ce truc étant indépendant de K. En l'occurrence, 1 moins P, celui qui reste là, 1 moins P puissance K jusqu'ici, fois S puissance K. Jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, on garde sous le coude le fait de devoir étudier le rayon de convergence. Bon, je décide de le faire à la fin, mais on peut le faire maintenant. Ça dépend. On le fera plus tard. Et puis, on applique la formule de la série géométrique. La somme des Q puissance K, c'est égal à 1 sur 1 moins Q, à condition d'être dans l'intervalle de convergence. Hop. Et donc, 1 sur 1 moins machin, mais méfiance, l'arnaque est ici, on fait une somme pour K plus grand que 1, enfin supérieur ou égal à 1. Donc, il faut penser à enlever le terme de rang 0, qui ne figure pas dans la somme. Le terme de rang 0 d'une somme géométrique, c'est toujours 1. Donc, c'est là la source la plus fréquente d'erreur dans cette démonstration. D'autant que si vous ne connaissez pas le résultat, vous ne pouvez pas deviner de loin qu'il est faux. Ce n'est pas immédiat de remarquer ça. Bon, c'est pas très plaisant d'avoir un moins 1 là-dedans, parce qu'on se doute bien qu'on va devoir simplifier. On enlève toujours le premier terme. On l'enlève quand on somme pour K supérieur ou égal à 1. Alors, la définition d'une loi géométrique est donnée pour K supérieur ou égal à 1. C'est un nombre d'épreuves avant un premier succès. Comme c'est un nombre d'épreuves, je ne peux pas faire 0 épreuve. Donc, pas le choix. On peut la redéfinir avec un autre support, hein, avec un changement d'indice, etc., en comptant autre chose, par exemple. On arrivera bien sûr au même résultat.
Les autres lois, K est à partir de combien? Alors, on va reprendre ça à la fin si vous voulez, mais oralement, rapidement. Pour la loi de Bernoulli, il n'y a que deux valeurs possibles, 0 et 1. Pour la loi binomiale, K il va de 0 à n, inclus des deux côtés. On a fait quoi d'autre? On a fait Poisson, c'est K supérieur ou égal à 0 pour la loi de Poisson. Donc, on en était là, je crois. Je vous en prie, on va réduire au même dénominateur. Donc, on fait apparaître ce 1, moins, machin, horrible au numérateur. Et, j'aurais dû mettre une pause. Chier, tant pis. Et donc, on a 1 moins 1 plus 1 moins P fois S. Le facteur devant, il ne bouge pas. Tout ça se simplifie un petit peu. 1 moins 1, ça va dégager. Et puis, on va pouvoir simplifier. Alors, comment on va simplifier? Il y a le 1 moins P qui est là, qui va dégager avec le 1 moins P qui est ici. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre simplification là-dedans. Les 1 moins 1, ils dégagent. Le 1 moins P, une fois qu'on a dégagé le 1 moins 1, bien sûr, il dégage avec ça et il reste P fois S. Donc, la formule finale n'est pas très, très compliquée, mais il y a 2-3 arnaques pas bien méchantes, mais quand même. Bon, à quelles conditions est-ce qu'une série géométrique converge? Si la raison est en valeur absolue plus petite que 1, strictement. Donc, la raison, notre raison, c'est 1 moins P fois S. Donc, notre raison doit être plus petite que 1. Très bien. Ce qu'on veut savoir, c'est pour la variable S, dans quel intervalle elle se situe. Bien, elle doit être en valeur absolue plus petite que 1 sur 1 moins P. J'ai parfaitement le droit de faire ça, parce que P est forcément strictement positif. Si j'ai aucune chance de gagner, si le dé est truqué, ce n'est pas une loi géométrique qui s'applique. Et voilà, donc le rayon de convergence, c'est 1 sur 1 moins P. Et là, il y a une vraie question de rayon de convergence à ne pas éluder. C'est la première. Finalement, tout se traite en une diapo. Hein. Je pense d'avoir, hormis la petite simplification là, j'ai zappé aucune étape intermédiaire. C'est très court, mais c'est très piégeux. On a vite fait de se tromper en oubliant le moins 1, en ne remarquant pas les simplifications, le 1 moins P avec le 1 moins P qui est là, qui va finir par dégager, et en oubliant le rayon de convergence. On peut se tromper facilement 3 fois. Bon, maintenant qu'on a fini avec cet exercice-là, est-ce que vous devez retenir ces formules-là? Que retenir de ça? Bon, déjà, les probabilités des lois usuelles, vous avez carrément le formulaire, je crois, à la fin du cours, ça à apprendre. Sinon, vous n'arriverez pas à les reconnaître. Alors, il y a beaucoup d'exercices où vous calculez pendant une demi-page, et puis de loin, vous voyez apparaître une loi parce que vous l'avez reconnue. Si vous ne l'avez pas reconnue, vous ne pouvez pas vous en sortir. Est-ce que vous devez apprendre les fonctions génératrices? Ben, c'est un outil théorique quand même vraiment costaud. Donc, je vous conseille peut-être pas de les apprendre par cœur, mais de savoir les retrouver en 3 lignes. Parce qu'après, elles ont quand même des expressions un peu étranges. Quand vous allez généraliser aux lois continues l'année prochaine, vous aurez aussi un outil complètement équivalent qui va permettre de calculer les moments et de retrouver la loi à partir des moments réciproquement. On ne s'en rend pas bien compte, mais ça permet de transformer une loi continue en une étude discrète. Ça permet de faire un passage du continu au discret, ce qui est toujours pratique. Voilà, pas de questions là-dessus. Et pas à la bourre pour une fois. Vous laissez vous exprimer. Ça roule. Bon. Exo 30 alors. Donc, exercice 30, je vous disais, l'énoncé, j'ai pas eu le courage. Donc, parce que c'est tout ce truc-là. Vous n'en voulez pas de ne pas avoir retapé ça, puis je ne voyais pas comment le faire tenir dans une diapo. On va dire ça. En fait, je l'ai vu et je me suis dit, je ne vais jamais taper ça de ma vie. Donc, qu'est-ce qu'on a? X et Y2, variables aléatoires, à support dans R. Très bien. Premièrement, on va devoir montrer qu'une famille est un système complet d'événements. Je vais vous rappeler ce dont il s'agit. Ensuite, toujours avec ces deux X et Y, variables aléatoires à support dans N, démontrer que leur somme est aussi à valeur dans N, ce qui a l'air d'être assez évident, et puis une formule un peu étrange, la première fois qu'on la voit, mais finalement assez simple, ça ne va pas nous poser trop de difficultés. Question 3, supposons que X et Y sont indépendantes et suivent une même loi de Poisson.
en déduire que leur somme aussi suit une loi de Poisson, avec le paramètre additionné, ce qui est une propriété très très forte de la loi de Poisson. Et puis maintenant, on suppose que la loi conjointe de x et de y est donnée par une formule atroce, déterminer les lois marginales de x et y, en déduire la loi de x plus y. Bon. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? On verra bien. Donc manifestement, on a de quoi faire. Allons-y. Hop. Donc on a y à support dans n, une variable aléatoire. On veut montrer que la famille des AN est un système complet d'événements, et les AN, bon, c'est tous les événements du type y égale n, pour n supérieur ou égal à 0. Donc on recouvre toutes les valeurs possibles. N'étant pas certain que vous soyez OP sur système complet d'événements, c'est ça, un système complet d'événements. Hein. Ça veut dire que l'intersection de deux d'entre eux pour des indices différents est vide. Donc si je prends 2A quelque chose, A1 et A3, je dois toujours trouver le vide, et on doit le faire pour n'importe quel couple. D'une part, ensuite que la réunion sur tout le support possible des événements en question forme l'univers tout entier. Donc voilà ce qu'on doit démontrer. Et pareil, on va se donner 2-3 minutes pour faire ça tranquillement. Bon, c'est pas très long, donc je pense qu'on devrait pouvoir y aller. Je fasse attention à regarder l'heure plutôt que de me fier à mon intuition là-dessus. Pas forcément très fiable. Bon, un autre nom d'un système complet d'événements, j'y pense, mais si je ne vous le dis pas, ça ne va pas vous aider. On peut appeler ça aussi une partition de l'univers. C'est exactement la même chose. Donc, comment démontrer qu'ils sont 2 à 2 disjoints? Est-ce que vous me proposez un plan pour ça? Exactement. Donc, allons-y. Ah, bon, je vais faire ça, comme ça, vous n'allez pas voir. Vous n'avez pas eu le temps. Donc, on en prend un X quelconque, supposant qu'il appartienne à la fois à I et à J. Donc, on suppose
exactement le contraire de ce qu'on veut démontrer, à condition d'avoir I différent de J. Si j'ai I égale J, bon, je n'ai pas supposé grand-chose. Et puis, tout ce qu'on sait des A quelque chose, c'est que AN, c'est l'ensemble des petits oméga de grand oméga, tel que Y de petit oméga égale N. Donc, pour X appartenir à AI, ça signifie que Y de X égale I. C'est ça la définition de X appartient à AI. De même, X appartient à J, ça me dit Y de X égale J. Mais je viens de supposer I différent de J, on a comme un gros problème là. Hein. Y de X, il prend deux valeurs distinctes, c'est impossible. Donc c'est absurde et l'intersection est vide. Voilà. Donc il suffit de poser le plan standard et d'utiliser la seule hypothèse dont on dispose sur les Y. Et surtout, ça ne dépend pas du fait que ce soit à valeur dans N. Ce sera à valeur dans les entiers de 1 à 17. La démonstration jusqu'ici s'applique sans problème. Donc, ils sont bien 2 à 2 disjoints, nos A quelque chose. Maintenant, comment établir que la réunion, c'est l'univers? Ce qui est assez évident, c'est qu'ils sont tous inclus dans l'univers, vu qu'ils sont tous formés d'éléments de l'univers. Donc, le fait que la réunion soit incluse dans l'univers, pas de problème. On a vu la définition il y a 15 jours, je ne sais plus, de ce qu'est une union discrète. Ça signifie qu'un élément qui appartient à l'union discrète, il existe un indice pour lequel il soit dedans. Tout ça va forcément figurer dans l'univers. On ne peut pas en sortir. La question, c'est plutôt comment on fait pour atteindre tout l'univers. Donc, ce n'est pas très difficile non plus. On suppose avoir un X dans oméga. On note, étant donné qu'on a une seule variable aléatoire, on ne peut pas faire grand-chose, hein, à part calculer son image par la variable aléatoire, et on note N son image. Donc, par définition, X va appartenir à Y égale N, qui est 1 17. Et voilà, c'est tout. Ça me dit donc que X appartient forcément à 1 17. Autrement dit, la réunion des 1 17, hein, c'est l'univers tout entier. Je ne peux pas en sortir et j'atteins tous les éléments. Donc, c'est exactement la définition de la réunion des nombres. C'est bon pour vous? Ok. Très bien. Alors, avançons. Donc, question 2. À nouveau, j'aurais dû mettre une pause. On va peut-être regarder là, ce sera plus pratique pour vous. Donc, en déduire que x plus y est à valeur dans les entiers naturels et que pour tout cas, la probabilité que x plus y soit égal à k se décrit comme cette somme. Je vous laisse à nouveau 2 minutes. Je reviens dans 30 secondes.
Bon, c'est pas excessivement long, on devrait pouvoir commencer. La première partie de la question est, je pense, triviale. On déduire que x plus y est à valeur dans n. Étant donné que chacune des deux variables aléatoires, leur somme est aussi à valeur dans n. Donc, x plus y est bien à valeur dans n. Ensuite, le plan général pour étudier une somme comme ça, c'est de la décomposer en une union disjointe. L'union disjointe de quoi? De ces événements-là. Autrement dit, si je veux que la somme soit égale à k, ça peut signifier que le premier terme est égal à 0 et dans ce cas-là, le second est égal à k, ou le premier terme est égal à 1 et le second est égal à k-1, etc. On fait varier l'indice n de 0 à k. Ce qui est évident aussi, c'est que ces événements-là sont 2 à 2 disjoints. Parce que si j'en considère deux différents, c'est-à-dire pour deux valeurs de n différentes, ben j'ai deux valeurs différentes de x, et donc il n'y a pas d'intersection possible. Quel est l'intérêt d'avoir un découpage comme ça, c'est-à-dire une partition de cet événement par ces événements-là? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce qu'on peut toujours faire quand on a un découpage avec une union disjointe, où les événements sont 2 à 2 disjoints, quand on veut passer aux probabilités? Ah ouais, voilà, on peut les additionner, exactement. Ce qu'on ne peut pas faire s'il y a une intersection. Si deux de ces événements-là peuvent s'intersecter, je dois soustraire aussi la probabilité de l'intersection, ça conduit à un calcul supplémentaire qui va être plus compliqué, etc. Donc, dès que vous envisagez un découpage comme ça, vous commencez par essayer de démontrer ou d'étudier si ça peut se séparer. Et puis, ceci étant dit, la probabilité que x plus y soit égal à k, c'est donc juste la probabilité que x soit égal à n et y soit égal à k moins n, et on additionne tout ça pour n allant de 0 à k. Étant donné que les événements sont 2 à 2 disjoints, je ne crois pas qu'il y ait grand-chose de plus à justifier à ce propos. La question semble un peu difficile de prime abord, mais en fait, ne l'est pas. Si vous n'êtes pas convaincu, écrivez ce que ça donne pour k égale 1 ou k égale 3, et détaillez, vous verrez bien le découpage que ça donne. Je peux vous faire un petit dessin, vous montrer ce que ça donne, mais ce n'est pas très très difficile. C'est bon? J'imagine, sinon, manifestez-vous. Enfin, vous connaissez maintenant depuis le temps. Je sais bien qu'il faut vous manifester. Donc, question 3. Supposons maintenant x et y indépendantes, suivant une même loi de Poisson, avec un paramètre strictement positif. Déduire que leur somme suit une loi de Poisson de paramètres de lambda. Oui, dites-moi, vous voulez voir cette diapo-là, je parle. Si ce n'était pas ça votre question, posez-la. Hein. Mais si vous voulez revoir les détails. Je vous en prie. Donc, clairement, on vient d'établir un plan pour étudier la loi d'une somme. À condition, bien sûr, qu'elle soit deux lois à valeur dans R. Mais pour deux lois à valeur dans R, ça va être beaucoup plus difficile. Mais pour deux lois à valeur dans N, si
les valeurs prises sont bien discrètes, on a un procédé. Bon, c'est un peu plus technique, mais c'est pas méchant. Voilà, j'attends un petit peu si l'un d'entre vous se manifeste et me dit que c'est bon, je commence, sinon on va dire à 14 h. Une minute ou deux. Bon, allez. La messe est dite. Donc, étant donné qu'on souhaite étudier la loi de x plus y, autant appliquer immédiatement le résultat précédent. Il ne suppose rien si ce n'est d'avoir deux variables aléatoires à support dans les entiers naturels, ce qui est exactement ce qu'on a.
Donc, on écrit ça, et puis, quelle est l'hypothèse qui nous permet d'avancer à partir de là? Quelle hypothèse doit-on invoquer immédiatement si on veut pouvoir écrire quelque chose de plus? Je vois des messages apparaître, mais ça défile. Ils sont indépendants. Exactement. Le fait qu'ils soient indépendants nous dit que la probabilité de cette intersection, ça c'est bien l'intersection x égale n en tant qu'événement avec y égale k-n, un autre événement. La probabilité de cette intersection est le produit des probas. Donc, ça me dit que cette proba-là, c'est le produit de la probabilité que x soit égal à n par la probabilité que y soit égal à k-n. Et puis maintenant, j'utilise chacune des deux, suit une loi de Poisson. Donc, j'applique bêtement ma formule. Ce qui va s'écrire comme ça. Donc, la probabilité que x soit égal à n, c'est bien exponentielle moins lambda, lambda puissance n sur n factoriel. La probabilité que y soit égal à k-n, exponentielle moins lambda, lambda puissance k-n sur k-n factoriel. Bon, ce qui est assez évident, c'est que les exponentielles moins lambda, ici et là, se regroupent et se factorisent en exponentielle moins 2 lambda. Aucune raison de les laisser à l'intérieur de la somme. Et maintenant, on va essayer de trouver une version un peu simplifiée de ce machin-là. OK. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec ça, étant donné qu'on veut se ramener quand même à prouver qu'on a une loi de Poisson? Voilà. L'étape suivante, c'est de repérer ce qui ne dépend pas de n, mais seulement de k, étant donné qu'on somme jusque k avec l'indice variable qui est n. Bon, bah, ce terme-là, il peut sortir. Donc, on peut l'écrire devant. Et après, on est bien embêté. Parce qu'une fois qu'on l'aura passé devant, même si je le passe là, je ne sais pas tellement quoi en faire. Alors, ça va être quoi l'étape d'après? Si je descends d'une diapo, vous avez la réponse. Donc, je ne peux pas vous montrer l'étape intermédiaire, sinon ça coince là. Je pense que d'un point de vue technique, c'est ici qu'il y a un petit nœud où on va perdre du monde. Donc, je vais faire prendre mon temps. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vu ce qu'on pouvait faire avec ça? Sur y puissance n, lambda puissance n. Je vois pas comment ça va. Ah, sortir, garder un lambda puissance n à l'intérieur et sortir le reste. Oh, je ne suis pas convaincu que ça marche. Qu'est-ce qui nous manque pour avoir une loi de Poisson de paramètre 2 lambda? Il nous manque 2 lambda. Là, on n'a pas de 2 lambda, on a seulement lambda puissance k. Est-ce qu'on connaît un truc qui s'écrit comme une somme qui ressemble un peu à ça et qui vaut 2 puissance k? Ensuite, qu'est-ce qui nous manque aussi? Autre question. Pour avoir une loi de Poisson, c'est k factoriel au dénominateur, là devant. Donc on peut décider de le faire apparaître devant et de le compenser à l'intérieur. Et le lambda à la puissance k, vu qu'on l'a sorti, enfin, j'ai affirmé qu'on l'avait sorti, mais je ne l'ai pas écrit encore. On avance d'une étape, on met le lambda à la puissance k devant. J'ai dit, il nous manque un k factoriel ici, je le fais apparaître là, je le compense là-bas. Et ce machin-là, c'est terminé. Parce que là, je peux appliquer la formule du binôme de Newton. Ça, c'est une combinaison. OK, c'est n parmi k. La somme pour n allant de 0 à k des n parmi k fois 1 à la puissance k fois 1 à la puissance n moins k, ça fait 2 puissance k. C'est juste la formule du binôme de Newton.
Et maintenant, on a quasiment terminé les calculs. Il ne reste plus qu'à faire un tout petit peu le ménage là-dedans, et puis c'est gagné. Tout ce qui reste à faire, c'est écrire que c'est 2 lambda puissance k, et on aura reconnu la probabilité d'une loi de Poisson. Donc je reprends à la même étape, je peux remonter après si vous voulez. Hein. Je passe sur mon écran, voilà. Donc P de Y égale K, voilà, c'est le résultat qu'on vient d'obtenir. Ça se factorise un petit peu, on peut mettre 2 lambda à la puissance K en facteur, et puis c'est terminé. Et ça fait bien exponentiellement 2 lambda puissance K sur K factoriel, c'est bien une loi de Poisson de paramètre de lambda. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Que cette histoire-là, cette somme-là, elle vaut 2 puissance K? Ou est-ce qu'il y a d'autres trucs qui vous gênent là-dedans? Pas trop clair? Okay. Donc, si on applique la formule du binôme, je ne peux pas bouger ce câble-là. C'est un nœud. Qui est emmêlé. Voilà. J'espère que je n'ai pas fait un vacarme pas possible chez vous. Donc, si j'applique la brave formule du binôme de Newton, alors je vais l'écrire avec quoi? Avec quoi les indices? C'est n en bas. Donc, A plus B à la puissance K, on va dire que c'est la somme pour n allant de 0 à K. Donc, normalement, on met n et K, mais là, c'est n parmi K. A à la puissance n, B à la puissance K moins n. Jusqu'ici, je pense, tout va bien. Si je prends bêtement A égale 1, B égale 1. Donc j'obtiens 2 à la puissance K, c'est bien égal à 1 plus 1 puissance K. Jusqu'ici, je pense n'avoir perdu personne. Voilà, c'est tout. C'est exactement la somme qu'on a vu apparaître dans le... ici. C'est exactement ça. OK. Bon, ça, c'est un truc qu'on peut démontrer dès qu'on a vu le binôme de Newton. Donc, à la question, est-ce que vous êtes supposé venir à bout du calcul? Je pense que la réponse est oui. On accepte l'idée que le binôme de Newton, c'est un truc vraiment important, que vous devez arriver à le repérer, à le reconnaître. Donc, si vous vous demandez, ouais, mais comment se repérer là-dedans pour savoir qu'on peut avancer? En fait, arriver à ce genre d'expression, vous n'avez pas grand-chose d'autre que le binôme de Newton pour la simplifier. C'est une somme finie, ce n'est pas une série, donc vous n'allez pas reconnaître exponentielle de je ne sais pas quoi, ou cosinus, truc, arcsinus. Non, non, non. Vous avez une somme finie avec un truc qui ressemble à une combinaison, là, quand même, mais qui n'en est pas vraiment une. Un facteur qui n'a rien à faire là, parce qu'il peut tout à fait être devant. Qu'est-ce qui vous manque pour faire apparaître la combinaison? Au numérateur, il manque K factoriel. Et justement, c'est ce dont on va avoir besoin dans la loi de Poisson au dénominateur. Donc, on le compense et voilà. Donc, bon, c'est toujours facile après coup de vous dire ah, bah, c'était simple, vous n'avez qu'à le voir. Mais vous n'avez pas énormément d'outils en fait pour simplifier les sommes. Si vous aviez 250 formules, comme j'en ai croisé, je ne sais pas, 300 000 avec un truc quelconque, si ce n'était pas un exo de première année, arrivé là, j'aurais sans doute, enfin, première étude de proba, quoi, un an après le binôme, j'aurais pu essayer 2-3 formules avant que ça me saute aux yeux. Mais comme je sais que vous avez quasiment que ça, j'essaye le binôme, ça marche tout de suite. Enfin, terminé. Donc voilà pour celle-là. Et on démontre bien, donc, le résultat est quand même important. Si on a 2 lois de Poisson indépendantes qui ont le même paramètre, leur somme suit une loi de Poisson de paramètre de lambda. Il faut qu'elle soit indépendante. Hein. Ce qui permet de débuter l'exo, c'est l'indépendance. Donc, ce n'est pas un critère quelconque. Sans ça, il n'y a rien.
Ensuite, question 4. On suppose maintenant que la loi conjointe de X et Y, donc la loi conjointe de X et Y, c'est ça, la loi des couples, quoi. Quand on forme tous les couples, ils ont cette loi-là. C'est donné par cette formule-là. Mon Dieu. Pour tout L et tout K entier. Déterminer les lois marginales de X et Y, c'est-à-dire déterminer la loi de X et la loi de Y. Indépendamment de la valeur. Enfin, indépendamment, le terme est mal choisi, mais la loi de X, c'est-à-dire la probabilité que X soit égal à L et la probabilité que Y soit égal à K, mais voilà. Allez, on va se donner 2 minutes pour faire ça, et puis on va corriger ça ensemble. Alors, est-ce que vous avez trouvé la loi de X? Ok. Allons-y, vous allez voir, ça utilise un des résultats qu'on a approuvés, c'est pas très difficile. Il n'y a pas d'astuce pour une fois, quasiment pas dans la question. Donc, reprenons, on connaît la loi conjointe, on cherche les lois marginales. Très bien. Toutes les deux étant un support dans N, on peut se souvenir de ce qu'on a prouvé au début du TD, à savoir que la famille des AN, machin chose, est un système complet d'événements. Quel est l'intérêt de faire ça? Ça nous permet de dire quelque chose comme ça, à savoir la probabilité que x soit égal à k, voire même x égale k, c'est la réunion des x égale k et y égale n. Et c'est une union disjointe parce que j'ai un système complet d'événements. Comme c'est un système complet d'événements, je peux les additionner. Voilà. Donc ça, c'est
stricte application de ce qu'on a prouvé au tout début du TD, à savoir question 1, la famille des AN est un système complet d'événements. On peut additionner tout ça. OK. Ensuite, on va commencer à remplacer. Et j'applique bêtement la formule qui est écrite là-haut, en brave copier-coller. Voilà. Et arrivé là, il faut commencer à se poser des questions. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? On veut déterminer P de X égale K. Donc on aimerait avoir une expression qui ne fasse plus apparaître de L du tout. Donc une bonne approche serait sans doute d'essayer de sortir tout ce qui ne dépend pas de L et tout ce qui a l'air d'être en rapport avec X. Bon. Oh, j'ai écrit le contraire de ce que l'énoncé nous demande. Bon, j'ai échangé les indices là-dedans. Oh merde. Bon. Heureusement, enfin. Ah zut. Ouais, je voudrais écrire avec les indices à leur place. Ici, j'ai L, la K, et là, j'ai fait le contraire. Bon, ça ne change rien au résultat, et ce que vous avez sous les yeux est juste, c'est juste qu'il y a un changement d'indice qui est malvenu. Bon, tant pis. Pas le temps de faire ça maintenant. Donc, on essaie de sortir ce qui peut l'être. On peut sortir un lambda à la puissance K. On peut sortir exponentielle moins lambda et K factoriel. Tout ça, ça ne dépend pas du tout de la variable aléatoire Y ou de L ou de ce qu'on veut. Donc, on se retrouve avec ce terme-là qui est clairement la formule d'une loi de Poisson. Ça sautait quand même un peu aux yeux là-dedans, qui avait l'air d'avoir un espèce de mélange de loi de Poisson. Et puis, on se retrouve avec la somme d'exponentielle moins mu puissance L sur L factoriel, pour L positif. Autrement dit, la somme des probabilités que Y soit égal à L, ou si Y suit une loi de Poisson. Ça, c'est la somme des termes d'une loi de Poisson. Et par définition d'une loi de probabilité, ça vaut 1. Donc tout ce que j'ai surligné ici vaut 1. Et c'est fini. Il nous reste lambda puissance K exponentielle moins L sur K factoriel, et donc X suit une loi de Poisson de paramètre lambda. Et j'ai échangé les deux indices qui sont là. On peut le refaire si on veut s'amuser, mais étant donné que ça ne dépend pas vraiment de X ni vraiment de Y, mais on a juste choisi de commencer par X, si on suit le même raisonnement, on va démontrer que Y suit une loi de Poisson de paramètre. Pourquoi ça vaut 1? Parce que c'est une des propriétés de base des lois. Attendez, vous l'avez dans le cours quelque part, c'est avant ça. Blablabla, là, je vais dézoomer un petit peu. Espace probabilisé, mesure probabilité, 2A de Dijon, voilà, ici. La probabilité de l'univers, ça fait 1. Or, ça vous l'avez là en bas, loi usuelle, loi de Poisson, la probabilité que x soit égal à k, pour la loi de Poisson de paramètre lambda, c'est exponentiellement lambda sur k factoriel. Donc la somme de ces trucs-là sur n, ça vaut 1. C'est tout. Une autre façon de le voir, c'est de dire mu puissance L sur L factoriel. Quand je les additionne pour tous les L positifs, ça vaut exponentielle lambda, c'est la définition de la série exponentielle. Si je multiplie par exponentielle moins mu, enfin ça vaut exponentielle mu, pardon. Si je multiplie par exponentielle moins mu, tout simplifie, reste 1. Ce qu'on remarque en fait au passage là-dedans, c'est que on a une information très forte sur x et y. Qu'est-ce qu'on peut déduire de la relation entre x et y à partir de la formule qui est là et du résultat qu'on a obtenu à la fin? Ça nous dit quoi les concernant? De leur relation l'une par rapport à l'autre? Non, ça vous frappe pas ça? Parce qu'autant les questions précédentes, je trouve qu'on est vraiment susceptible de s'embrouiller, autant celle-là, elle est
quasiment évidente dès qu'on regarde bien ce que ça donne, ce truc-là. Ça, c'est la probabilité que x soit égal à L et que y soit égal à K. Et ce truc-là, c'est clairement un produit de deux probabilités de loi de Poisson. Donc ça, c'est le produit de la probabilité que x soit égal à K fois la probabilité que x soit égal à L fois la probabilité que y soit égal à K. Autrement dit, la probabilité d'intersection, c'est le produit des probabilités qu'on reconnaît là-dedans. Donc, si on parvient à démontrer que l'une suit une loi de Poisson et l'autre aussi, elles sont indépendantes. Tant qu'on sait qu'on a bien deux lois de Poisson, ce sont des variables aléatoires indépendantes. Non, pas clair? Oui, clair. Donc là, je suis en train de vous regarder là, mais je regarde mon écran. Je sais qu'il y a des élèves derrière, mais je ne les vois pas très bien. Dites-moi si vous avez rien compris, quoi. Que j'insiste ou si je suis en train d'enfoncer des portes ouvertes, que j'avance. Non, j'ai perdu tout le monde. Ils en ont marre, les petits, là, ils ne veulent plus me répondre. Tout ça. Ok. Bon, ce truc-là, là, exponentiel moins machin, là, on va le recopier vite fait, vous allez voir, ça va simplifier. Attendez, je vais sur un autre écran, parce que sinon je vais tout m'embrouiller dans les indices. Ce qu'on a au début, c'est que la probabilité que x soit égal à L, y soit égal à K, c'est un produit bizarre, là. Exponentiel moins lambda plus mu, lambda puissance K, mu puissance L, L factoriel, K factoriel. Bon, ce truc-là, ça se simplifie quand même. Jusque-là, j'ai perdu personne. Ça, c'est une proba de Poisson. Mon collègue note ça comme ça, les probas de Poisson. Et ça, c'est une autre. OK. Ensuite, on a démontré que x et y, dans le calcul, suivent les lois de Poisson. Ça, c'est notre conclusion à la question. Ce qu'on peut en déduire de plus, c'est que la probabilité que x soit égal à L, y soit égal à K, c'est égal au produit des probas. Je vais noter un produit avec un point, parce que vous avez pu dire que c'est un x, et ce n'est pas le cas. Donc, x et y sont indépendantes. Si je reprends le début et que j'écris ça, ça c'est la probabilité que x soit égal à k, ça c'est la probabilité que y soit égal à l, et voilà, ça va tout. Modulo la rectification des indices à l'écart que j'ai laissé dans le slide. Je l'aurais écrit en propre entre les deux TD. Je remonte pour voir de quoi vous me parlez. Attendez, je l'ai là. Ouais, mais c'est pas forcément le même paramètre. C'était pas une indication, c'était une hypothèse. Hein. Si vous faites référence à ça, on ne peut pas utiliser ça dans la question. On peut pas se permettre. Alors, je réponds à la première question. Hein. On ne peut pas se permettre d'utiliser ça parce que c'est une hypothèse à laquelle on aboutit dans ce contexte-là. Si vous voulez, c'est une espèce de réciproque un peu plus forte de la question 3. L'histoire de symétrie, elle est toute bête. Hein. Ce qu'on a fait pour x, j'ai choisi de faire ça au début, je peux le faire pour y.
Si je le fais pour Y, je vais arriver à ce que Y suive une loi de Poisson de paramètre l'autre variable. C'est tout. Donc, je n'ai pas à le refaire. Il ne répond plus. Vous écrivez Y égale L et vous échangez. Là, c'est le même résultat à l'intérieur pour commencer. Si ce n'est que vous faites la somme pour K, faites une somme pour K, machin chose, ça va simplifier. C'est tout. Et à la fin, vous allez trouver la même chose, mais avec des mu et des L. Voilà. Bon, allez, il nous en reste une. Déduire des questions, la question 2, la loi de X plus Y. Que pouvez-vous en dire? Bon, je ne vais pas avoir le temps de vous laisser chercher, mais on a déjà joué pas mal à ce jeu-là, donc je vais vous montrer, histoire qu'on finisse dans les temps. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à partir de la question 2? Donc, dans la question 2, ouais, dans la question 2, on a vu cette histoire-là. Donc, allons-y, on va essayer d'appliquer ça à X plus Y. J'écris exactement le même résultat. La probabilité que X plus Y soit égal à K, c'est la somme de ces probas-là. Ce sont des événements disjoints, d'après ce qu'on a étudié à plusieurs reprises. Parce que si Y prend la valeur N, il ne peut pas prendre la valeur N-1, par exemple. Donc, il n'y a jamais d'intersection entre ces événements-là. Et on peut gentiment appliquer ce qu'on a vu juste au-dessus. Parce que dans l'énoncé, on nous dit qu'on connaît cette probabilité-là. Donc, on applique bravement. Donc, j'applique tout ça. Donc, je peux factoriser maintenant exponentiellement lambda plus mu, le sortir. J'ai un K factoriel, vu que je somme pour n, qui peut sortir aussi. Je le fais apparaître comme tout à l'heure. Hein. Je le fais apparaître et je le compense. Hop, hop. Et puis, on va pouvoir simplifier cette somme. Parce que maintenant, ça, K factoriel, K-n factoriel. Bon, je n'arriverai pas. K-n factoriel, n factoriel, ça va me donner une combinaison. Et ce qui est là-haut, c'est ce qui me manque dans la formule du binôme de Newton. Donc, à nouveau, hein, quasiment le seul outil que vous ayez pour simplifier des sommes finies avec des amorces de combinaisons, donc des factoriels un peu partout, surtout au dénominateur, c'est le binôme de Newton. Donc, vous n'avez pas trop de choix, vous devez essayer ça. Hein. Donc, vous sortez ce qui n'a rien à voir, vous faites apparaître les facteurs qui manquent, et puis vous espérez que ça va marcher. Hein. Et là, en l'occurrence, ça marche tout seul, parce qu'on a maintenant K factoriel, K-n factoriel, n factoriel, donc n parmi K, fois lambda puissance K-n, mu puissance n. Et tout ça, c'est bien égal à lambda plus mu puissance K. Autrement dit, la probabilité que cette variable aléatoire grand Z soit égale à K, c'est exponentielle moins quelque chose sur K factoriel fois ce quelque chose à la puissance K, c'est le loi de Poisson. De paramètres lambda plus mu. Ça, c'est exactement la définition d'une loi de Poisson de paramètre lambda plus mu pour la variable aléatoire x plus y. Donc là, c'est l'application d'un calcul direct et de la question 2. Calcul qu'on avait déjà vu avec les deux lois ayant le même paramètre. On peut se demander d'ailleurs si on n'aurait pas pu faire ça tout de suite, mais je pense que c'est bien de l'avoir vu une première fois avec des valeurs simples. Tout ce qui nous reste à dire de ça, conclusion, la somme de deux lois de Poisson indépendantes est une loi de Poisson de paramètres à la somme des paramètres respectifs. C'est tout. Et ainsi que je vous le disais, on m'a demandé de ne pas faire le 31, donc on a pris tout notre temps pour une fois. Il n'est pas très dur finalement. Hein. Je crois que vous ne le ferez pas en TD, j'imagine que c'est mon collègue qui va le faire en cours, je ne sais pas trop quoi, mais je vais vous le laisser dans le poly. Donc gardez-vous de l'envie d'aller lire la correction avant de l'avoir vue. Hein. Je ne compte pas l'enlever, comme ça si jamais vous voulez le préparer et que mon collègue n'a pas le temps de le faire, vous en aurez une correction avant.
pointez en croque, quoi. Mais jouez le jeu, quoi. Ça, vous savez bien qu'une fois que vous êtes devant votre feuille, c'est plus dur, donc trichez pas pour rien, quoi. Enfin, trichez pas. Forcez-vous à chercher d'abord. Et puis, j'en reste là pour aujourd'hui. Donc, si vous avez tout compris et pas de questions, je vous dis à bientôt les petits. Si vous avez des questions, je reste 5 minutes pour les répondre. Bonne fin de journée à vous tous. Je pense que vous avez encore des TD, donc pas encore au bon week-end. Voilà. Eh ben, tant mieux, Pierre-Louis, ça me fait plaisir. Bon week-end à vous, Zéna. Je vous en prie. Bonne journée.